Il y a au moins 3 ours que l'on connaît qui posent problème. Des ours noirs à l'attaque d'un parc. Ces abeilles sont très agressives. La vache. Une ruche dans un toit. Ils pourraient vous mordre en passant. Et un blaireau qui montre les dents. Les animaux nous entourent, parfois d'un peu trop près. Préserver l'équilibre entre les hommes et la faune sauvage, c'est le travail des Animal Extractors. Les rives du lac Tahoe, au Nevada, où l'on croise des ours noirs. La station balnéaire de Sand Harbor attire plus d'1 million de touristes chaque année. Et là où il y a des touristes, il y a des déchets qui attirent les ours en quête de nourriture. Leur présence inquiète Jay Howard, leur responsable du parc. Il y a au moins 3 ours que l'on connaît qui posent problème. En ce moment, on en compte au moins un par nuit qui fouille nos poubelles. Il y a aussi le festival Shakespeare, qui a lieu chaque soir en ce moment, juste derrière nous. Et après le spectacle, ils ont installé un buffet pour les spectateurs. La nourriture et les poubelles non surveillées du festival, en plus des poubelles ouvertes du parc, attirent les ours dans cette zone touristique. Ils n'ont pas l'air de se soucier de la présence des visiteurs autour d'eux. Un accident pourrait se produire. Si un ours se sentait piégé et que les gens paniquaient, quelqu'un pourrait se faire piétiner par un ours qui tenterait de s'échapper. Tout ça pourrait mal finir. Jay fait appel à Carl Lackey, expert en ours noirs. Je dois aller à Sand Harbor. Ils ont connu des problèmes avec des ours cet été. Et apparemment, l'un d'entre eux se balade sur le parking ou peut-être même sur une des plages, si j'ai bien compris. En arrivant sur le parking, Carl et son chien Striker suivent le chemin bordant la plage, là où l'ours a été vu pour la dernière fois. Il marchait sur la plage au milieu de tous ces gens. Striker a senti quelque chose. Striker, L'ours n'est pas bien loin. va chercher. Il est là, vas-y. Carl et son assistante Alison Andreasson suivent les aboiements de Striker. Allez, attrape-le. Allez, suis-le, vas-y, mets-le dans l'arbre. Il a débusqué l'ours. Attrape-le, fais-le grimper. Allez. L'ours grimpe sur un arbre pour se mettre à l'abri. C'est bien, bon chien. C'est bien, Striker. Allez. Ces méthodes dissuasives poussent l'ours à se tenir à l'écart de la population. Je pense qu'il a dû rôder dans le parc toute la matinée. Il devait fouiller dans toutes les poubelles ouvertes. La présence d'une puce d'identification sur son oreille indique que Carl a déjà rencontré cet ours. On dirait le Red 39, ouais, de Secret Harbor. C'est un mâle de 3 ans qui pèse 117 kilos. C'est ça. On l'avait capturé pas loin d'ici, il y a 2 ou 3 semaines. Ce n'est pas un mauvais ours, c'est juste un ours dans toute sa splendeur, opportuniste, qui cherche à se nourrir. On va le laisser descendre pour qu'il reparte dans la forêt, comme il avait prévu. L'escalade est un talent inné chez les ours noirs. Dès l'âge de 3 mois, ils sont capables de grimper aux arbres pour trouver de quoi se nourrir ou pour se mettre à l'abri. Carl laisse cet ours s'enfoncer dans la forêt, loin du parc. Il pense qu'après ce qu'il lui a fait subir, il n'aura plus envie de revenir ici. Il
Il s'entretient ensuite avec Jay Howard, le responsable du parc, pour aborder la source du problème. On aura beau les capturer et les pourchasser sans arrêt, ils ne partiront pas tant qu'ils trouveront de la nourriture. Je dois parler à l'un des restaurateurs car j'ai entendu dire qu'il avait laissé de la crème glacée dehors la nuit dernière. Il pensait qu'en faisant ça, l'ours ne s'attaquerait pas à son congélateur. Ce qu'il a pourtant fait encore une fois. À l'automne, les ours doivent ingurgiter près de 25 000 calories par jour afin d'être prêts à hiberner. Comme leur alimentation naturelle est constituée de baies, ils devraient en manger pendant 12 heures par jour pour pouvoir accumuler une couche de graisse suffisante. Mais les restes de nourriture qu'ils trouvent ça et là sont très riches en calories. Ces derniers jours, 3 ours ont été vus à Sand Harbor et Jay et Carl s'inquiètent pour la sécurité des touristes. Ils décident d'installer un piège qu'ils viendront vérifier en fin de journée. Après avoir fait fuir un des ours du parc, ils espèrent en capturer un autre et lui faire suffisamment peur pour qu'il quitte la zone. On va installer l'appât pour pouvoir l'attirer dans la cage. Il remplit la cage de sucreries et de gâteaux qui attirent les ours dans le parc. Au barbecue. Avec un peu de chance, ils ne résisteront pas à un tel festin. Il est minuit et le restaurant est désert. Carl retourne à Sand Harbor dans l'espoir de surprendre d'autres ours. La représentation de Shakespeare étant terminée, les touristes ont quitté le parc. Les ours en profitent pour investir les lieux. Mais il y a tellement de bennes grandes ouvertes que les ours risquent de rater le piège de Carl. Sa dernière option, les trouver et les faire fuir du parc. On va tourner jusqu'à ce qu'on tombe sur une poubelle éventrée. Ou qu'on aperçoive un ours. On ne sait jamais. On a de grandes chances d'en rencontrer un à cette heure de la nuit. Quand tout est calme, ils montrent le bout de leur nez. Ils ramassent les restes de nourriture, fouillent les poubelles. Ils ne devraient pas tarder à se montrer. On va l'attendre calmement ici, jusqu'à ce qu'il se fasse remarquer. Carl a entendu quelque chose. Il est dans le coin. On a entendu un boom. C'est peut-être le couvercle d'une benne à ordures et il doit taper dessus. Allons voir. En descendant de sa voiture, Carl s'expose directement au danger. Si jamais l'ours panique et se met à courir, Carl pourrait se faire attaquer. Malgré tout, il se dirige vers la benne à ordures. Je ne crois pas qu'il ait déjà visité celle-ci, mais d'après ce que je vois, il ne va pas tarder. Le son venait de par là. Ce chemin mène tout droit au restaurant. Je crois qu'il y est déjà. On devrait aller voir. Carl est équipé d'une bombe au gaz poivre. Grâce à elle, il peut repousser l'ours sans le blesser. La bombe de Carl va faire fuir l'animal hors du parc et lui éviter de se faire attaquer. Alors qu'il approche du restaurant du festival de théâtre, le bruit s'amplifie. On aurait dit que le bruit venait de par là, quelque part. Je pense qu'on devrait y aller pour voir s'il se cache dans les parages. Le voilà. Carl surprend l'ours en train de vider un frigo. Hé,
Tire-toi! Après avoir été aspergé de gaz poivre, ce gros mâle court se réfugier dans la forêt. Allez, fiche le camp! L'ours ayant quitté les lieux, Carl peut désormais en toute sécurité constater les dégâts faits dans le restaurant. Il y a encore du gaz poivre dans l'air. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce congélateur, mais ça lui a plu. On leur a pourtant bien expliqué. Hors de question qu'ils refassent les mêmes erreurs l'an prochain. Ils devront tout nettoyer en fin de service. Voilà pourquoi on doit intervenir au bord du lac Tahoe. C'est parce que les gens laissent les poubelles pleines en partant le soir. Carl peut repartir, persuadé qu'aucun des ours rencontrés aujourd'hui n'osera revenir. Mais tant que les poubelles seront là pour les nourrir, il prévoit de revenir patrouiller chaque nuit. Dans la banlieue de Toronto, dans l'Ontario, les agents Brad Gates et Pete Nolan répondent à l'appel d'une femme âgée. La cliente a dit qu'elle avait entendu quelque chose dans son conduit de cheminée. On ne sait pas si c'est un raton laveur, un écureuil ou un oiseau. Mais on ne va pas tarder à le savoir, on est presque arrivé. La propriétaire, Jessie Dallas, a entendu des bruits étranges chez elle. Oui, Et lui, c'est Brad. bonjour. Bonjour. Vous avez entendu du bruit dans la cheminée? Il y a un visiteur incongru, Un visiteur incongru. Ah oui, c'est ennuyeux. Ça faisait quel genre de bruit? comme des gémissements. Ah bon? Il faudrait que l'on puisse entrer et jeter un œil à la cheminée pour y voir plus clair, d'accord? Bien sûr. Ok, super. Pete repère immédiatement un indice dans la cheminée qui lui permet d'identifier l'intrus. Il y a des poils de raton laveur là. Oui. Tous ces poils indiquent qu'ils sont là depuis un moment. Ça doit faire longtemps que vous n'avez pas fait de feu. Oh oui, D'accord. ça doit faire quelques années. D'accord. Les ratons laveurs ont tendance à s'installer dans cette partie-là. Et ils ont accès au foyer si jamais ils ont besoin de s'échapper par là. Pete vérifie si le raton laveur se cache bien dans le conduit. Je me sers d'un miroir et d'une lampe torche pour ne pas avoir à ramper là-dessous. En orientant la torche sur le miroir, je peux éclairer l'intérieur du conduit. La forme du conduit ressemble à un tronc d'arbre creux. Une tanière idéale pour les ratons laveurs. On ne voit pas assez bien. Oui, Il va falloir grimper sur le toit. oui, on va aller sur le toit pour essayer d'y voir plus clair. Ah, génial. Je vais emprunter le même chemin que les ratons laveurs. On voit que c'est par là qu'ils passent. Ils ont laissé des traces et pas mal de poils. S'ils arrivent à grimper là-dessus, je devrais pouvoir y arriver moi aussi. Brad et Pete escaladent le toit sans harnais. Même s'ils ont beaucoup d'expérience, ils doivent faire très attention à ne pas glisser sur le toit très pentu. La moindre erreur pourrait les envoyer 6 mètres plus bas. Je te laisse faire. Ok. Malgré le danger, ils trouvent ce qu'ils sont venus chercher. Ça y est, je le vois. Ils doivent à présent tenter d'extraire l'animal du conduit tout en gardant l'équilibre. La tâche consiste à faire descendre la lampe torche dans le conduit jusqu'à l'animal. S'il réagit comme la plupart des ratons laveurs, il devrait remonter le conduit. On fera alors remonter la lampe petit à petit, et quand il sera à cette distance de la sortie, Pete pourra passer le collet autour de son ventre. Il faut faire attention à le serrer autour du ventre, et pas autour du cou. On le sort, on l'amène jusqu'à la cage, et on l'enferme dedans. C'est bon.
Pete fait descendre la lampe au niveau du raton laveur pour tenter de le faire remonter par le conduit de cheminée. Il pourra alors l'attraper avec son collet. Grâce à ses pattes avant agiles et à ses pattes arrière musclées, le raton laveur est un très bon grimpeur. Maintenant, le raton laveur remonte. Et Pete se tient prêt. On devrait arriver à le faire remonter au niveau du collet, je pense. Leur plan semble fonctionner. Si tout se passe comme prévu, Pete devrait l'attraper d'ici quelques minutes. Mais il y a un hic. Apparemment, le raton laveur ne bouge plus. Il ne veut pas remonter. Il est redescendu, ça marche pas. On va devoir l'attraper par en dessous. Pete et Brad décident de synchroniser leurs attaques. On a du mal à faire remonter le raton laveur dans le conduit. Je vais donc faire du bruit en espérant le faire fuir par le toit. En faisant ça, je vais faire tomber beaucoup de suie, en plus des poils. Je vais donc mettre un masque pour protéger mes poumons. Mais c'est pas la seule raison. Croyez-le ou non, mais je suis allergique aux poils d'animaux. Mais... Bon, j'utilise ce petit appareil électrique. Mais je pourrais prendre n'importe lequel. Il faut juste que le bruit gêne l'animal. Brad, je fais descendre la torche. Ok Pete, je suis prêt à faire du bruit. C'est parti. Le raton laveur possède une ouïe plus développée que la nôtre. Et dans un tel endroit, les bruits sont amplifiés. Un son qui nous paraît désagréable est un véritable calvaire pour lui. Brad espère que le bruit fera fuir le raton laveur en direction de Pete. Alors? C'est bien, continue encore, je l'ai presque. Le raton laveur remonte vers le toit. Là où l'attend Pete. Je le tiens. C'est bon, je l'ai. Brad se précipite sur le toit pour aider Pete à extraire l'animal du conduit. Fais attention. Oui. Donne-le-moi. Il est énorme. Alors que l'animal se débat dans tous les sens, Brad tente de garder l'équilibre jusqu'à atteindre la cage. Ok. Wow. Il a failli s'enfuir. L'animal était tellement gros que les deux agents sont complètement épuisés après l'avoir capturé. Pas facile, hein? Quand on sent qu'on peut l'attraper, il faut se lancer, parce qu'il n'y a pas de deuxième chance. L'expérience et le savoir-faire de Brad et Pete leur ont permis de rester en équilibre sur un toit à 6 mètres de haut, tout en maintenant un raton laveur agité de 18 kilos. Maintenant qu'on l'a enfin capturé, il va falloir condamner la cheminée. On va remettre de l'ordre dans la maison et relâcher le raton laveur dans le jardin pour qu'il retourne dans la nature et se trouve une nouvelle tanière. Tu l'as? Oui. La propriétaire, Jessie Dallas, vient jeter un œil au raton laveur capturé. Vous vous attendiez à ça? Je l'imaginais plus petit. Vous êtes surprise par sa taille, oui. Il est gros. Les poubelles doivent être bien remplies dans le coin.
Il restera dans le quartier, mais votre maison sera pour lui un lieu hostile. Il ne voudra pas revenir, surtout après ce qu'on lui a fait subir. Vous n'entendrez plus de bruit étrange. Maintenant que la cheminée est condamnée, Pete et Brad vont pouvoir relâcher le raton laveur dans le jardin de Jesse. Voilà un beau jardin dans lequel il va pouvoir être relâché. Ces animaux ont chacun leur territoire. Dites-lui au revoir. Si jamais on le relâchait sur le territoire d'un autre mâle, il pourrait se faire attaquer. Bon, on va choisir un endroit dans le fond du jardin. Pourquoi pas là-bas, tiens. Ça m'a l'air pas mal. Il vaut donc mieux le relâcher sur son propre territoire, au fond du jardin de Jesse. Ici, c'est parfait. Te voilà libre. Le raton laveur est libre. Pete et Brad ont rempli une nouvelle mission. Tout est bien qui finit bien. À Auburn, en Californie, le couple expert en serpents Len et Heather Ramirez part en mission. Des propriétaires chez qui ils sont déjà intervenus sont tombés nez à nez avec un nouveau crotale. On vient d'être appelé par quelqu'un chez qui on est déjà intervenu. Il a vu un gros crotale sur son Porsche, mais il a bougé. Il pense qu'il est parti dans le garage. Il dit qu'il est vraiment très gros. Si on ne tolère pas la présence de crotales à proximité des maisons, c'est parce qu'ils sont venimeux. Le poison injecté lors d'une morsure peut tuer un homme ou un animal. Comme ils ne savent pas exactement où se trouve ce dangereux serpent, Len et Heather prennent leurs précautions. En plus de leurs bottes, ils s'équipent de tiges et de seaux à serpents, avant de partir à la rencontre de Ferraj Gilanfar et de sa femme Mary, les propriétaires. Rebonjour. Rebonjour. Vous vous tenez pile à l'endroit où était le serpent? Non, c'est vrai? Le serpent était là, ici. Ici. Il était gros comme ça. Il prenait toute la place. Je l'ai enjambé. Il m'a regardé et il est parti par là. On va aller jeter un œil pour voir si on peut le trouver. Len et Heather commencent par chercher dans le parterre de fleurs. Il a bien dit qu'il était gros. Ouais. Ferraj est tombé sur le crotale il y a à peine une demi-heure. Comme la porte du garage était ouverte, j'ai peur qu'il ne soit rentré. Après avoir scruté le jardin, Len et Heather décident de s'attaquer au garage. Bingo! Il est là. C'est un gros morceau. Il n'a pas fallu longtemps à Len pour le débusquer sous l'établi. Ah oui, C'est un sacré crotale. oui. Il est là? Il est caché dans le coin. Ah, Oui, on l'a trouvé. Il est gros. Il faut faire de la place parce qu'il risque de... De s'énerver. Il a choisi le bon endroit où se cacher. Il est blotti dans un coin. Et cette planche qui fait office de pied de table le protège de l'autre côté. Il se sent tellement à l'abri qu'il croit qu'on ne peut pas le voir. Les serpents utilisent leur langue fourchue ultra sensible pour détecter les proies ou les prédateurs. En l'agitant, ils ramènent les molécules odorantes jusqu'à l'organe de Jacobson, situé au niveau du palais, où les particules sont analysées. Il nous guette en agitant sans cesse sa langue. Il évalue le danger. Len et Heather se mettent à quatre pattes pour atteindre le serpent. Tu comptes utiliser ta lampe? Je vais reposer celle-là alors. Même si le serpent a l'air tranquille, il pourrait attaquer s'il tente de l'attraper. Tu l'as?
Il essaie de fuir. Tant bien que mal. Bien qu'il n'ait pas de pattes, les serpents peuvent se déplacer très rapidement. Leur colonne vertébrale comporte près de 500 vertèbres, les rendant flexibles, agiles et vifs. Cette attaque pourrait être le dernier souvenir d'une de ses proies. On va le relever, comme ça, et le déposer de ce côté. Encore un mâle. Un nouveau crotal mâle capturé en douceur. Les propriétaires peuvent désormais jeter un œil en toute sécurité. Ça va mieux? Je suis ravi. Je suis d'accord. Je le trouve magnifique. Il est très beau. Il est très beau. Emmenez-le quelque part où il ne fera de mal à personne et où il sera heureux. Bien sûr. Maintenant qu'ils l'ont capturé, Lane et Heather installent le crotal dans un compartiment réfrigéré. Tout s'est bien passé. On est ravis. C'est mieux pour le serpent et mieux pour cette famille. On peut dormir tranquille maintenant qu'on sait que ce serpent va être relâché dans la nature. On va faire plus attention, au cas où il y en ait d'autres. Demain, Lane et Heather relâcheront le serpent dans un lieu plus adapté. À la station de Sand Harbor, dans le Nevada, les touristes et les habitants ont peur de 3 ours noirs qui ne reculent devant rien pour trouver de la nourriture abandonnée. Et le restaurant du festival Shakespeare n'arrange rien. Il y a quelques jours, Carl a fait fuir 2 de ses ours, mais il en reste encore un. Fiche le camp. Ce soir, il est de retour après qu'on lui ait signalé la présence du 3e ours. Une fois les spectateurs partis, Carl et son assistante Alison Andreasson entament leur ronde. Ces derniers soirs, on nous a averti qu'au moins 2 ours étaient venus fouiller dans les poubelles. Au bout de quelques minutes, ils surprennent un ours à côté d'une benne ouverte. Ok, le voilà. C'est celui qu'on cherche. Il n'arrête pas de rôder dans le coin. Regardez-le. Satanée poubelle. Voilà pourquoi elles doivent rester fermées. Notre présence n'a pas l'air de le déranger. Cette fois-ci, Carl ne compte pas le faire fuir. Il veut l'endormir et le capturer pour collecter des données qui l'aideront à suivre ses déplacements. Comme les poubelles sont nombreuses, Carl sait que l'ours pourrait ne pas être intéressé par l'appât du piège. On va rester là sans faire de bruit pour pouvoir le surveiller. Carl n'a d'autre choix que d'endormir l'ours à l'aide d'une fléchette tranquillisante. La manœuvre est risquée, car l'ours est en liberté. D'habitude, on ne fonctionne pas comme ça, surtout de nuit. Le fait de devoir endormir un ours ou n'importe quel animal en liberté, c'est prendre un gros risque. On va charger le fusil anesthésiant. Soit on l'endormira ici, soit il bouge, et dans ce cas, on le suivra pour l'endormir ailleurs. L'ours commence à s'éloigner. Carl ne doit surtout pas le perdre de vue. Anesthésier un ours noir de cette taille requiert des nerfs d'acier et beaucoup de sang-froid. L'ours est touché et disparaît dans l'obscurité. Il était au bon endroit. Il était bien éclairé et n'avait pas peur de nous. Il faut compter plusieurs minutes avant que le tranquillisant ne fasse effet. Avec un ours de cette taille courant dans tous les sens, Carl et Tyson Reed, le garde forestier, ont de grandes chances de se faire piétiner. Ils tentent de suivre la trace de l'ours tandis que Striker court le débusquer.
Allez, vite! L'ours est enfin endormi. Il s'est endormi sur place, pas vrai? Est-ce qu'on me connaît, toi? La puce est arrachée. C'est le numéro 1, 0. Un tatouage situé sous la lèvre supérieure permet de l'identifier. Ce marquage indique que cet ours a déjà été capturé. Pourtant, Carl ne peut pas lui en vouloir de retourner dans le parc. Il y a un satané buffet ici. On lui met à disposition des tonnes de poubelles dans lesquelles il peut fouiller. Carl doit rapidement charger l'ours dans son camion avant que l'anesthésion ne se dissipe. Bonsoir, ça va? Des policiers du coin viennent lui donner un coup de main. Il est endormi? 4 hommes sont nécessaires pour transporter l'ours de 180 kilos jusqu'au camion. 1, 2, 3. Carl consulte son dossier afin d'en savoir davantage sur lui. L'ours est identifié sous le numéro 102. Ah, le voilà. Le 102. Il avait 3 ans à l'époque. C'est donc un mâle de 5 ans. Depuis qu'on l'avait capturé, il s'était fait oublier. Mais le revoilà. Il n'est pas du tout méchant. Il ne fait que suivre son instinct, vous savez. Il ne fait pas de mal. Il vient lorsqu'il fait nuit et qu'il n'y a personne. On ne peut pas lui en vouloir d'être tenté par les poubelles que les gens laissent traîner. Carl profite que l'ours soit endormi pour aller l'installer dans une cage. Il viendra le relâcher demain. Le climat chaud et humide du sud de la Floride est un environnement idéal pour les insectes. L'expert en abeilles Willy Sklaroff répond à l'appel d'une femme qui craint d'en avoir chez elle. Cette cliente vit au nord de Miami. Elle dit avoir vu des abeilles rentrer dans son toit. Espérons qu'il s'agisse d'abeilles européennes et pas africanisées, car celles-ci peuvent être très agressives. Et mieux vaut ne pas se frotter à elle. L'abeille européenne, très répandue aux États-Unis, est moins agressive que l'abeille africanisée. Mais son dard renferme un venin plus puissant. La cliente souhaite que ces abeilles soient enlevées. Ils ont peur de se faire piquer, ou que leurs voisins, le chien, leurs enfants ou petits-enfants se fassent piquer. Ils ne veulent surtout pas en trouver dans leur jardin. Chez 3% des adultes aux États-Unis, une simple piqûre d'abeille provoque une crise d'allergie pouvant être mortelle. Marla Garfinkel, la propriétaire, souhaite rapidement régler ce problème. À notre retour de vacances, mon mari a dit qu'il y avait des abeilles et qu'il fallait appeler quelqu'un pour s'en occuper. Je ne sais même pas où elles sont. Pour moi, une ruche d'abeilles, c'est un peu comme dans Winnie l'ourson. J'imagine cette grosse boule bien visible avec des abeilles tout autour. Mais apparemment, elle est quelque part sous le toit. C'est une ruche très active. Il va falloir qu'on casse tout autour pour voir où vont les abeilles. Willy et son fils Dennis enfilent leur combinaison et leur masque en treillis pour se protéger des piqûres. Les gants spéciaux et renforcés permettent une protection optimale. Même si Willy a déjà extrait des centaines de ruches, il doit d'abord y jeter un œil afin de connaître sa taille et voir à quel point elle s'étend sous la toiture. Rien qu'en voyant toutes ces abeilles s'agiter et tournoyer autour de Willy,
on peut s'attendre à trouver une très grosse ruche. Comme les abeilles sentent que leur ruche est en danger, les gardiennes passent à l'attaque. Elles se précipitent hors de la ruche pour encercler Willy. C'est dingue. Ça fait peur d'en voir autant. Quand j'y pense, mes enfants auraient pu se faire attaquer dans la maison à tout moment. Elles sont énervées, rien de plus. Si on avait eu affaire à des abeilles africanisées, Willy en serait recouvert. Au lieu de tournoyer autour de lui, elles s'attaqueraient à sa combinaison. Je crois que c'est une très grosse ruche. Il doit y avoir dans les 50 000 abeilles. La ruche est plus grosse que prévu et confinée dans un endroit difficile d'accès pour Willy. La vache! On dirait bien qu'elle s'étend jusqu'au fond. Je ne sais pas comment on va faire pour l'atteindre. Je crois que je vais commencer avec la masse. Willy commence par retirer des morceaux du toit pour accéder à la ruche. Il s'aperçoit qu'elle s'étend au-delà de la structure apparente du toit. Il ne pourra pas y accéder par les trous qu'il a déjà percés. Je crois qu'il y en a même dans le plafond. Denis, Ouais? va chercher la masse. On va faire une ouverture ici. Willy demande à Denise de casser le plafond du porche pour qu'il puisse accéder à l'autre côté de la ruche. En voyant la scène, Marla est pétrifiée. Il est en train de démolir ma maison. À mesure que les bouts de plafond tombent, on aperçoit la base de la ruche. Des abeilles déferlent hors des ouvertures pour préparer leur défense. Elles sont très agressives. Si jamais quelqu'un voulait détruire la ruche sans combinaison, il se ferait piquer à tour de bras. D'autant qu'une fois qu'une abeille vous pique, les autres accourent pour vous piquer aussi. Lorsqu'on écrase une abeille, son corps produit une odeur qui incite les autres à vous attaquer de plus belle. Les deux extrémités de la ruche sont maintenant exposées. Willy et Dennis aspergent les abeilles de pesticides. Ce produit les tue en s'attaquant à leur système nerveux. Une fois que les abeilles commencent à tomber, Marla peut venir jeter un œil au travail de Willy. Attention où vous mettez les pieds, il y en a partout. Regardez là-haut. On voit bien la ruche. C'est pas vrai. C'était là depuis quand? Je dirais 6 mois. C'est pas rassurant. Maintenant que les abeilles sont au sol, Willy commence à retirer des quantités astronomiques d'alvéoles remplies de miel. Regardez comme ça coule. Il se décompose dans mes mains. Je n'arrive pas à tout retirer d'un coup. Seulement des petits bouts. La ruche n'existe plus. Les abeilles, qui étaient parties butiner, mourront de faim à cause de l'absence de miel. Si vous reculez un peu et que vous levez les yeux, vous les verrez s'agglutiner dans ce coin. Oui, je les vois. C'est normal. Elles étaient parties butiner. Et maintenant, elles cherchent une solution. D'accord. Après s'être assuré d'avoir retiré tous les restes de la ruche, Willy doit maintenant rassurer Marla. Tout est rentré dans l'ordre. Vous devriez voir des abeilles pendant 4 à 5 jours. Mais si vous en voyez après ça, appelez-moi. D'accord. Merci. Merci à vous. Grâce à l'expérience et au savoir-faire de Willy, les abeilles ne devraient plus poser de problème à Marla et à sa famille. Je suis soulagée qu'elle ne soit plus là. Nous n'avons plus à nous inquiéter. Dans la banlieue de Chicago, Garon 5 d'ABC Wildlife a reçu un appel d'une nounou anxieuse au sujet d'un rongeur. Bon, il y a un tamia dans la maison. C'est une jeune femme qui garde des enfants à domicile et
Apparemment, elle a très peur de ce tamia. À l'automne, les petits rongeurs tentent de stocker de la nourriture pour affronter l'hiver. On les retrouve souvent dans les maisons à chercher de quoi manger. Bernie Winters, la nounou, vient vite accueillir Garonne. Bonjour, Bonjour. je suis Garonne d'ABC Wildlife. Enchantée, Garonne. Moi aussi. Où est ce tamia? C'est à vous de me le dire. Entrez. Vous l'aviez vu où? Je ne l'ai pas vu. C'est Ryan et Connor qui m'ont prévenu. Garonne va questionner les témoins, les jumeaux Ryan et Connor. Alors, vous avez vu le tamia? Dans le placard. C'est là que vous l'avez vu? Je veux pas le voir. Dans ce placard. Tu es sûr que c'était là? Dans le placard, tu dis? Oui, Il était par terre ou sur les étagères? il se cachait par ici. Mais après, il s'est enfui. Vous ne l'avez pas revu depuis hier soir? Garonne fouille le garde-manger avec un manche d'épuisette pour ne pas se faire mordre. Les incisives tranchantes des tamias leur servent à décortiquer les graines ou les noix, mais aussi à mordre. Oh oh, il y a un trou dans le mur. Ça, c'est pas bon signe. C'est là qu'un des garçons a dit qu'il se cachait. Il doit vivre ici, il doit s'y sentir en sécurité. Il est tellement petit qu'il pourrait se cacher n'importe où. En cherchant bien, Garonne trouve d'autres indices, mais toujours pas de traces du tamia. Je viens de trouver une petite crotte, donc il est passé par là. Je vais devoir installer des pièges parce qu'il y a trop de cachettes possibles. D'accord. C'est impossible de fouiller chaque recoin. Garonne va utiliser des cages pour tenter de piéger l'animal avant de le relâcher. Pour saisir l'appât, il va devoir appuyer sur cette pédale. C'est à ce moment que la trappe se referme et qu'il est cuit. C'est quoi comme appât, un bagel? C'est de la pomme, du beurre de cacahuète et des graines de tournesol. En retournant à sa cachette, il rentrera dans la cage. Et dès qu'il essaiera d'attraper la nourriture, le piège se refermera. Ne touche surtout pas au piège, d'accord? Tu as bien compris, il ne faut pas toucher. C'est parce qu'ils sont très sensibles. La porte pourrait se fermer et si c'est le cas, ça ne sert plus à rien. Et j'ai pas envie que tu te coinces les doigts. Voilà. Connor, viens voir comment il installe les pièges. Viens. Il y a un recoin sombre ici. On voit même qu'il a laissé une petite crotte. Il y en a une autre là-bas. Comme il a l'air d'aimer venir là, c'est un bon endroit où mettre une cage. On va l'attraper. Je l'espère. J'ai pas envie que... Vous inquiétez pas. Est-ce qu'ils peuvent transmettre la rage? Non, non. D'accord. Il y en a d'autres qui se cachent là. Juste là. Faut que tu apprennes à les chasser alors. Ouais. Les deux pièges maintenant installés, Garonne pourra revenir demain. C'est une nuit paisible au parc national de Sand Harbor, dans le Nevada. Le biologiste Carl Lackey et son équipe de bénévoles s'apprêtent à relâcher un ours de 180 kilos. Carl l'avait surpris la veille en train de fouiller les poubelles du restaurant du Festival Shakespeare. Il a choisi de le relâcher de nuit, lorsque les touristes ont quitté le parc, afin de réduire au maximum les risques. Il doit être 23h, 23h30. Tout est calme. Il n'y a personne. On va pouvoir le relâcher tranquillement grâce aux gens qui sont venus nous donner un coup de main. Il souhaite le relâcher à l'endroit même où il l'a trouvé. Il espère que ces méthodes dissuasives feront comprendre à l'ours qu'il n'est pas le bienvenu. Mets ta jambe là et serre fort. Tu vas attraper la corde, tirer le verrou et ouvrir la porte. Quand il sortira, vous pourrez lâcher les chiens. D'accord? Lorsqu'un ours se sent menacé, son instinct le pousse à grimper à un arbre. L'équipe espère renforcer ce comportement en effrayant l'animal. On va lui tirer dessus dès qu'il sortira de la cage. Puis on lâchera les chiens à ses trousses.
Je pense qu'il ira tout droit dans l'arbre situé juste au bout du parking. Parce que c'est ce qu'il y a de plus logique, à mon avis. Tout le monde est prêt? Allez, sors de là. Hop, hop. Ah. Allez, fiche le camp. Oust! Les chiens le pourchassent, tandis que Carl lui tire dessus avec des balles en caoutchouc pour lui faire peur, sans le blesser. Allez, fiche le camp. Allez! L'ours s'enfonce dans la forêt. Toute l'équipe est à ses trousses. Allez, Striker! Attrape-le! Allez! Il disparaît dans les bois. Il s'enfuit. C'est bon, on peut y aller. Il s'est arrêté devant un arbre avant de changer d'avis. Fiche le camp! Va-t'en! Il a beau faire nuit, tout s'est bien passé. Dès qu'il est sorti de la cage, les chiens se sont rués sur lui. Il pensait grimper à un de ces arbres là-bas. Mais comme les chiens étaient tout près, il a préféré courir. Quand on pèse 180 kilos, ça ne doit pas être évident de grimper sur un tronc d'arbre. Carl est certain que ces méthodes dissuasives tiendront l'ours éloigné. On y va. Il a fait fuir 3 ours du parc en 2 semaines. C'est désormais au personnel du parc d'installer des poubelles hermétiques et de ne laisser traîner aucun détritus pouvant attirer les ours. À Chicago, Garon 5 revient voir si le Tamiya est dans l'un des 2 pièges qu'il a installés dans une maison après avoir été alerté par la nounou. Bonjour, Bernie. Bonjour, ça va? Oui. Par chance, le Tamiya a été capturé. Il a mangé toute la pomme. Je savais qu'il était entre de bonnes mains. Les jumeaux Ryan et Connor montrent le Tamiya à Garon. Il est là. Il n'a pas essayé de s'enfuir. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois? Dans la cage. D'accord. Vous êtes retourné dans le placard et il était là. Oui, c'est là qu'on l'a vu. Tu t'es bien régalé, pas vrai? T'es en pleine forme. Tu veux retourner dehors? T'es prêt à partir? Vous venez dire au revoir au Tamiya? Allez, n'ayez pas peur. Tu veux lui dire au revoir? Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Après avoir rebouché les trous dans les murs, Garon s'en va relâcher le Tamiya. Les jumeaux veulent lui donner un coup de main. Où est-ce que vous voulez le relâcher? Ici. Là? Tu es d'accord? Dans quel sens? On le fait partir par là? D'accord? Bon, reste derrière moi. Reste là. Bougez pas. Sors de là. C'est la première fois que vous voyez un Tamiya dans la maison. À vos marques. Prêt? Et... Partez. Et voilà, il est parti. il est rapide. Le vrai Formule 1. Ouais. Ouais. Bravo. Bernie et les jumeaux sont heureux d'avoir pu relâcher le Tamiya dans la nature. Bye bye, le Tamiya. Quand même, vous aimiez bien l'avoir à la maison. Oui, il était rigolo. À Tucson, dans l'Arizona, Jeff Carver, expert en animaux sauvages, a reçu un appel inhabituel d'un propriétaire résidant non loin du centre-ville. Un monsieur m'a appelé pour me dire que son chien avait attiré ce qu'il pensait être un blaireau dans un trou de son jardin. C'est très rare de rencontrer des blaireaux en pleine ville, mais c'est peut-être le cas aujourd'hui. En 14 ans de métier, ce n'est que la 4e fois que Jeff est appelé au sujet d'un blaireau. Cette mission comporte des risques. Ils peuvent être redoutables. C'est la plus grosse espèce de mustélidés.
Leurs dents et leurs griffes sont impressionnantes. En arrivant sur place, Jeff est accueilli par Zion, le fils du propriétaire. Tu l'as vu? Je l'ai vu, et puis je l'ai entendu siffler. C'est là que j'ai prévenu papa. Il est venu me voir en pleurant. Quand je suis sorti voir ce qu'il y avait dans ce trou, je m'attendais à trouver un serpent parce qu'il a entendu un sifflement. Il a aussi dit que c'était noir et blanc, alors j'ai regardé et c'est là que j'ai vu ses yeux. Je me suis dit que c'était un blaireau. Pour sa sécurité, Jeff va utiliser un long collet qui permet de se tenir à distance de l'animal. Il s'est pas battu avec le chien? Non, c'est lui qui l'a trouvé en premier. Il a monté la garde en vous attendant. Jeff avertit la famille du danger potentiel. Les blaireaux sont des animaux hargneux, surtout quand ils se sentent pris au piège. Je vais tenter de le capturer, mais si jamais il venait à m'échapper, je veux qu'il puisse courir librement dans le jardin pour qu'il ne se sente pas piégé ou menacé. Si vous restez là, il pourrait vous mordre en passant à côté de vous, d'accord? La famille se tient à distance, tandis que Jeff passe à l'action. Je ne vois que sa tête. Je ne sais pas s'il est gros. Le blaireau s'est enterré dans un trou situé sous la palissade. Jeff tente de passer le collet autour de son corps. Je suis prêt. Si jamais il décide de sortir, il passera droit dans le collet. Je crois que le fond du terrier remonte. Je peux atteindre sa tête, mais il a tellement de force qu'il ne va pas me laisser faire. La situation est critique, mais Jeff ne peut pas ajuster le collet avec ses mains. Les mâchoires redoutables et les canines aiguisées du blaireau peuvent infliger une violente morsure. La bataille commence. Il résiste tellement que j'ai l'impression que je vais avoir du mal à l'attraper. Il s'agrippe comme il peut. Si j'arrivais à passer le collet derrière une de ses pattes, ce serait... Jeff parvient à passer le collet autour du blaireau. Allez! Mais il ne se laisse pas faire. Ok, j'ai besoin d'espace. Ouf! Toute la famille est soulagée de voir que Jeff a capturé le blaireau. Si j'avais su que je finirais par me bagarrer comme ça aujourd'hui, je serais pas allé au sport ce matin. Il sent mauvais. Il sent encore plus mauvais qu'un putois. On peut dire que je suis... leur unique prédateur. Il a l'air très en colère. C'est pour ça que j'aime mon métier. Quand on doit capturer ce genre d'animal, on est excité à l'idée de se mesurer à lui. C'est un vrai bulldozer. Il est redoutable, pourtant ses griffes ne lui servent pas à se battre, il s'en sert pour creuser. Merci. C'est moi. L'intervention de Jeff s'est déroulée à merveille. Lorsqu'on affronte un tel animal, qui se battra jusqu'au bout, et qu'on arrive à le sortir de là, on est à la fois content d'avoir gagné, mais aussi qu'il soit sain et sauf. Il ne s'est pas blessé, le chien non plus. Les enfants jouaient autour. Il y avait une bonne ambiance. Je crois que les choses n'auraient pas pu mieux se passer dans l'ensemble. Jeff s'arrête dans le désert en bordure de Tucson où il compte relâcher le blaireau. Il a envie de sortir de la cage, pas de doute. D'ailleurs, il est en train de s'acharner sur la trappe. On va le laisser partir. Oh, et voilà. Je crois qu'il se plaira ici. Le blaireau s'éloigne dans le désert, laissant Jeff derrière lui. C'était une journée exceptionnelle, pleine de rebondissements.
J'ai eu une belle montée d'adrénaline. Les agents de régulation de la vie sauvage se battent pour protéger nos maisons et lieux de travail. Grâce à Animal Extractors, notre environnement est plus sûr pour les hommes comme pour les animaux.